Au fil des années, la vidéo est devenue un levier incontournable pour s'exprimer et communiquer. Certains l'ont compris et en font aujourd'hui leur métier. Je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant et en fondant le podcast Vite Vidéaste, je souhaite mettre en avant celles et ceux qui partagent cette passion commune pour la vidéo. Que ce soit pour raconter des histoires, susciter l'émotion ou l'émerveillement, chaque vidéaste a ce besoin d'utiliser une caméra pour transmettre sa vision de ce qui l'entoure. Avec ce podcast, nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui nous dévoileront leur parcours, leur motivation et partageront leur vision de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce que c'est vraiment une vie de vidéaste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Vite Vidéaste, le podcast de rentrée à vrai dire. Et pour ce nouvel épisode, j'ai pu m'entretenir avec Théo Tuillier, un vidéaste talentueux basé à Paris. Et durant notre discussion, nous sommes revenus sur son parcours, sur ses projets actuels et futurs, et sur sa vision de la vidéo. En espérant que ce nouvel épisode vous plaise, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vite Vidéaste. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode et pour ce nouvel épisode, je suis très content de pouvoir accueillir Théo Tuillier. Salut Théo, comment tu vas ? Salut, ça va Pierre, tu vas bien ? Ouais, très bien. Je suis heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode parce que j'aime beaucoup ton travail en tant que vidéaste. On va en parler tout au long de notre discussion. Mais je suis très heureux de t'accueillir pour ça parce que vous le savez maintenant en tant qu'auditeur dans le podcast Vite Vidéaste, on est attaché à accueillir des vidéastes francophones talentueux. Et toi, Théo, je considère que tu en es un avec le travail de qualité que tu fais. Donc très content de pouvoir t'accueillir. Trop bien, franchement très heureux d'être ici et merci pour ces compliments. De rien. Avec plaisir, mais de toute façon, ça va être la question d'introduction assez simple que tout le monde connaît maintenant pour notamment les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Et du coup, je m'appelle Théo Tuillier, je suis vidéaste freelance depuis 3 ans et demi. Et je travaille principalement dans l'événementiel, la mode et le sport. Ok, très bref, mais très direct, très efficace. Je peux en dire plus. Hein. Non, pas de souci. Non, on va discuter de tout ça au fur et à mesure. Mais ouais, effectivement, c'est ce que j'avais vu moi, que mine de rien, t'es en freelance dans la vidéo depuis pas si longtemps que ça. Je crois que c'était 2019, c'est ça ? Ouais, janvier 2019, juste avant... Non, un an avant le confinement. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que, tu vois, personnellement aussi, moi, je me suis lancé à cette période-là, genre en septembre 2019, juste avant le Covid. Donc, je sais pas si c'était la meilleure période, mais bon, on est passé outre ça. Trop bien. Mais au-delà de cette partie, le fait que tu te sois lancé en freelance en 2019, c'est quoi ton parcours, l'historique que tu as avec la vidéo ? Est-ce que tu as commencé en étant assez jeune ? Est-ce que c'est venu un peu sur le tard ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de Alors, tout ça ? c'est arrivé un peu tard parce que, si tu veux, avant, moi, j'étais... en fait, je vivais tennis. Okay. C'est vraiment une autre période de ma vie. Mais en fait, je voulais devenir tennis professionnel. Enfin, tennisman professionnel. Donc rien à voir avec la vidéo, sauf que bon, en fait, en seconde, j'ai eu une blessure qui fait que en fait, j'ai pas pu continuer dans la voie du tennis. Et finalement, j'arrive en première, j'arrive avec mon premier MacBook Air, qui était vraiment l'entrée de gamme à l'époque des MacBooks. C'était un 11 pouces. Et si tu veux, j'ai commencé un peu comme ça parce que j'ai commencé à utiliser, je crois qu'à l'époque c'était plus pour la photo, mais j'utilisais genre Photobooth ou l'utilisation photo du MacBook. Okay. Et j'ai commencé un peu comme ça, si tu veux, à faire mes premières retouches couleurs. Tu sais, c'était vraiment juste appliquer un filtre sépia ou des filtres que tu as un peu classiques sur les iPhones. Du coup, ça s'est passé comme ça. Et puis après, j'ai découvert iMovie. Et j'ai aussi, à peu près à la même époque, je dirais fin de lycée, découvert aussi le longboard. Je pense que j'étais attiré par l'univers du skateboard de base. Je pense que tout ce qui englobait vraiment le skate, toute la dimension, le côté liberté, le côté un peu rebelle aussi du skate, ça m'attirait vachement. Mais j'étais vraiment pas du tout doué pour le skateboard, et le longboard, ça m'a encore plus attiré parce qu'il y avait une notion un peu, tu vois, entre surf, longboard,
Et je kiffais bien l'esprit. Et à un moment donné, j'ai commencé à signer les vidéos de longboard et je me suis un peu mis à faire des vidéos de mon côté avec ma GoPro et mes potes. Et on a acheté des planches et puis on est parti faire des vidéos. Donc voilà, sauf que ça, c'était forcément, si tu veux, à côté de mes études, parce que du coup, j'ai fait une école de commerce pendant 5 ans. Ok. Donc pareil, j'ai pas fait d'école de ciné ou d'audiovisuel. Donc voilà, j'ai fait 5 ans, j'ai fait 4 ans en alternance, donc ça m'a permis aussi de savoir aussi ce que je voulais pas faire dans la vie. Parce que j'ai fait des expériences dans l'assurance crédit, qui n'a rien à voir avec la vidéo, pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai fait aussi 2 ans à l'école des Gobelins, mais j'étais pas étudiant là-bas, j'étais vraiment en alternance. Donc je bossais à la formation professionnelle là-bas. Ok. Donc c'était vraiment un choix où je me suis dit que je voulais me rapprocher de l'univers de l'audiovisuel. Parce qu'au Gobelin, tu étudiais quelle spécialité entre guillemets? Alors, j'étais pas étudiant là-bas, mais Oui, si tu d'accord, veux, t'étais pas étudiant. j'étais dans le domaine du marketing et commercial. Ok, En fait, d'accord. je faisais un peu de commercial et je faisais des tableaux Excel, des Ouais. statistiques. J'essayais de proposer aussi un peu plus de vidéos parce qu'à l'époque, bon, je n'étais pas encore, je dirais très doué, mais ça me passionnait de le faire, donc j'essayais de proposer un peu plus de vidéos, même si c'était pas évident, vu que c'était pas vraiment mon métier, donc c'était un peu Ouais, bien sûr. difficile à mettre en place. Donc voilà, mais ouais, j'étais attiré par le secteur de l'audiovisuel et ça, c'était clair et net, quoi. Donc voilà, bon, finalement, ça m'a aussi permis de me dire, bah, tu vois, je fais 4 ans en alternance, je fais 2 ans dans une énorme boîte avec un truc hyper hiérarchisé, où je me dis, bon, ok, c'est pas pour moi, tu vois, déjà, l'assurance crédit, la banque, enfin, tous ces univers un peu banquiers, c'est pas du tout mon délire. Et après, Gobelin, qui était une expérience vraiment trop, trop cool. Mais pareil, faire des statistiques. En fait, je pense que ce que j'arrivais pas à avoir dans ce genre de métier, c'était une reconnaissance, une sorte de reconnaissance immédiate, tu vois. Que j'avais en vidéo, tu vois, où en fait, bah, c'était carrément beaucoup plus visuel. Et en Ouais, fait, forcément. t'as un Ouais. retour immédiat, tu vois, du client ou des personnes avec qui tu bosses, quoi. Et ça, c'était, je sais pas, s'il y avait un côté où, tu sais, tu prends goût, en fait, à ça, tu vois. Et voilà. Et du coup, voilà, ensuite, je me suis un peu, bah, du coup, je me suis lancé dans la vidéo. Ok. Ah, donc finalement, les 5 ans d'études en école de commerce, c'était ouais, juste avant 2019. C'est dans la continuité. Tu as eu une expérience professionnelle entre-temps ou direct après tes études, tu t'es lancé dans la vidéo? Non, ouais, je me suis tout de suite lancé direct après. Ok. Alors, sachant qu'en fin d'études, on devait faire un stage, si tu veux, de 4 mois à l'étranger. Donc, je suis parti à Lisbonne pour faire de la vidéo là-bas. Mais bon, c'était plutôt du montage que vraiment de la pure vidéo. Donc du Ok. coup, Ouais. voilà. Mais en réalité, quand j'étais là-bas, donc à l'époque, c'était en 2018 que j'étais là-bas. Et en fait, là-bas, si tu veux, 2 mois avant de revenir sur Paris, j'étais déjà, ma tête était déjà sur le retour à Paris, sur la création de l'auto-entreprise et tout, quoi. Trop bien. Ouais. Mais Donc voilà. justement, justement, pendant ces 5 ans d'études, est-ce que tu as réussi à acquérir de l'expérience? Parce que, bah, effectivement, si tu étais en études et directement tu t'es lancé à la fin de tes études, j'imagine que quand même, pendant tes études, tu faisais déjà des projets peut-être à côté. C'est venu comme ça, tu t'es formé un peu au fur et à mesure à côté de tes études, peut-être à la vidéo en autodidacte, ou, bah, je me doute que tu t'es pas lancé dans la vidéo en 2019 sans avoir les bases ni quoi que ce soit. J'imagine que tu t'es formé un peu avant. Comment ça s'est passé exactement? Ouais, bah, comme je t'avais raconté un peu au début, c'est que j'ai commencé par faire des vidéos de longboard. Donc ça, c'était un peu C'était pendant tes études en école de commerce. C'était vraiment le début des études. Enfin, c'était fin lycée et mes 2 premières années d'école de commerce, quoi. Ok, ouais. Donc du coup, là, je faisais vraiment des vidéos de longboard. Enfin, oh, je les regarde aujourd'hui,
elles sont éclatées, hein. C'était... Toutes nos premières vidéos sont Ouais. Bah, je regarde ma compliquées à première revoir vidéo maintenant. à la GoPro filmée à la main, pas stabilisée ni quoi. Bon, tu sais, tu sais, tu faisais toute la durée de la musique, c'était toute la durée de ta vidéo. Tu sais, tu t'avais pas encore cette notion trop du montage. Et non, et du coup, ouais, j'ai commencé par ça. Après, l'alternance m'a permis aussi, tu vois, de vraiment gagner de l'argent, enfin, de gagner de l'argent à côté, et du coup d'investir aussi dans du matériel. Donc, j'avais investi dans un Canon, je crois que c'était 80D, non peut-être celui d'avant, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, j'avais investi dans un Canon, Ouais. j'essayais d'investir aussi dans d'autres dans d'autres matos pour essayer de recopier en fait ce que je voyais en fait si tu veux sur YouTube. Et oui, au final, je me suis formé ouais, en autodidacte aussi. Au début, c'était pas évident parce qu'il y avait pas, c'était pas encore le moment, si tu veux, où il y avait vraiment, tu sais, tous les vidéastes un peu français qui ont commencé à faire des vidéos d'explications sur YouTube. C'était pas encore enfin, il y avait, ou en tout cas, c'est peut-être moi peut-être que je cherchais très mal en soi, mais Bah, j'avais pas il y en avait encore. moins, c'est sûr. Ouais. Ouais, il y en avait beaucoup Dans les moins. années C'était ouais, c'était peut-être 2015, 2018. 2016, Ouais, oui, pas 2018. c'était c'est vrai que le contenu vidéaste francophone était beaucoup moins important qu'il l'est aujourd'hui. Donc effectivement, Ouais, si on voulait avoir des ressources pertinentes, bah il y en avait peut-être deux, trois qui les proposaient en France, mais sinon fallait voir sur les chaînes anglophones. Donc c'est sûr, ça pouvait restreindre aussi l'accès à la connaissance, c'est sûr. ouais, exactement, ouais. Mais mais ouais, du coup, bah ouais, forcément. Aujourd'hui, bah, ça devient un peu récurrent dans le podcast. C'est vrai que tous les vidéastes qui sont passés sont des vidéastes autodidactes. Et je pense que ça devient forcément, bah, pour une grande majorité, le cas. Et YouTube, bah, forcément, est un pilier par rapport à ça parce que bah, l'accès à la connaissance est simple et efficace en fonction de ce qu'on recherche. Et ça, c'est assez fou de se dire que voilà, on peut créer son job via YouTube. Mais, mais toi, quand tu parlais justement du fait que tu faisais bah, des vidéos sur le longboard, ta passion, euh, ça, c'est des projets, j'imagine, qui étaient personnels. Mais est-ce que, malgré tout, avant de te lancer véritablement en freelance, tu t'arrivais à faire des projets pour des entreprises à côté, t'arrivais à grappiller des premiers projets, des premières expériences qui te permettaient de te professionnaliser? Tu as réussi à en avoir à côté de tes études, ouais? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le longboard, à un moment donné, ça devenait beaucoup trop chronophage. Je perdais trop de temps. Enfin, ça demandait, enfin, je dis pas trop d'efforts, mais tu vois, il fallait se déplacer sur Paris. Bon, de base, j'étais en banlieue parisienne, donc ça, c'est pas non plus trop loin, mais si tu veux, ouais, c'était le côté où je déplaçais tout mon matos pour aller sur Paris. On tournait genre 2 heures. Et finalement, bah, je trouvais que c'était trop compliqué, tu vois. Parce qu'en même temps, en fait, à un moment donné, dans le longboard, j'ai voulu faire des choses qui étaient plus professionnelles. Et comme avec mes potes, on avait commencé un peu ensemble et qu'eux, ils avaient un peu arrêté, si tu veux, moi, je cherchais à faire des vidéos avec d'autres personnes qui faisaient du longboard et qui savaient mieux en faire. Parce que dans le longboard, tu peux faire du dancing ou ce qu'on appelle du downhill. Donc voilà, c'est différentes pratiques du longboard. Et je voulais faire plus de vidéos comme ça, mais ça devenait beaucoup trop chronophage. Et en fait, bah, pareil, là où j'habitais avant en banlieue, il y avait une association avec laquelle en fait j'ai commencé à travailler, une association d'artistes, Ok. où là-bas en fait, si tu veux, je l'ai rejoint en tant qu'artiste vidéaste. Donc en gros, l'idée c'était qu'ils organisaient des événements et en fait, bah, j'étais là-bas pour faire plutôt des after-movies, tu vois. Donc ça a un peu commencé comme ça, parce que Ouais. j'étais quand même vachement attiré par l'événementiel. À ce moment-là, en même temps, j'étais fan d'un vidéaste qui s'appelle Louis-Marie Productions. Alors je connais pas son nom de famille, mais c'était LM Prod à l'époque, Ok. toujours d'ailleurs. Et il faisait des vidéos de festivals, de soirées, des choses comme ça. Et j'étais vraiment trop trop fan de son taf.
Et du coup, je me suis dit, bah putain, je voulais faire la même chose, quoi. Je voulais faire des after-movies de soirée et tout. Ouais. Donc j'ai commencé dans des petits trucs, vraiment en mode petit café. Tu vois, c'était des gens qui passaient un peu en mode musicien, tu vois, mais c'était très chill, quoi. C'était pas du tout festival, quoi. Et en fait, bah, cette association-là, elle m'a fait confiance sur plusieurs projets. Et au fur et à mesure, on a fait d'autres projets. Je faisais des after-movies de soirées d'entreprise, des choses comme ça. Alors, je dis des, mais en soi, j'en ai pas fait 1 milliard, tu vois. J'ai dû en faire au total, sur 2 ans, j'ai dû en faire 10 max, tu vois. Mais en soi, En fait, à ce moment-là, on a commencé à me proposer de l'argent, tu vois, pour faire ces vidéos-là. Mais à l'époque, ça représentait quoi? Ma première vidéo, je l'ai faite à 25 euros, tu vois. J'ai fait un after movie à 25 euros. C'était. 5 € quand même. Ouais, mais tu sais, à l'époque, tu sais, je connaissais pas les Bah prix, oui, non, donc mais bien sûr. Mais et déjà, oui, puis, déjà, c'est déjà un tremplin dès qu'on se rend compte qu'on peut monétiser sa passion et ouais, gagner de l'argent avec. c'est Donc, c'est un vrai. Pour moi, je me suis dit, waouh, en fait, je peux faire des vidéos et ouais, gagner de clairement. l'argent avec ça. Et ça m'a donné envie d'en faire plus, en fait, tu vois. Je me suis dit, et à partir du moment où j'ai gagné pour une vidéo, mais pareil, en soi, tu me diras, ça représente rien, mais un jour, j'ai gagné 600 euros et putain, j'étais trop fan, quoi. Je me suis dit, waouh. Donc voilà, donc j'ai rejoint cette association-là et c'est comme ça, en fait, que ça m'a aussi aidé dans le cheminement. Parce que, en réalité, en fait, le moment où tu passes d'école de commerce à vraiment vidéaste freelance, il y a quand même un long cheminement dans la tête, tu vois. Pour moi, tu vois, sachant que tu as des parents derrière qui se disent, bah écoute, tu as fait une école de commerce, tu veux devenir freelance, c'est un peu précaire d'être freelance, est-ce que tu vas y arriver? Tu connais personne dans le milieu. Donc même, tu sais, toi, tu doutes aussi et c'est pas évident. Et je trouve le fait que, tu vois, ces petites victoires-là, de bah, commencer un peu à gagner de l'argent, tu as aussi le soutien de tes proches, de ta famille, qui te disent, bah vas-y, peut-être... Enfin, ce que tu fais, c'est bien, franchement, ça pourrait fonctionner, tu vois. Et voilà, du coup, il y a pas mal d'éléments ouais, au final qui m'ont aidé à me lancer en freelance. Je pense notamment aussi en master où j'écoutais un podcast qui s'appelait Nouvelle École, que tu connais? Qui était, ouais, qui était chouette. Bah, Dantona Archie, il me semble. Exactement, J'écoutais ouais. beaucoup à l'époque Ouais. aussi. Ouais. C'était très inspirant. Enfin, moi, j'aimais beaucoup. Ouais. Bah voilà, et bah exactement pareil. Et c'est arrivé vraiment en master, donc vraiment, tu sais, en mode 2 ans avant de te lancer. Et je me disais vraiment, bah, en fait, est-ce que je fais bien de me lancer? En plus, il parlait vraiment de sujets intéressants comme le syndrome de l'imposteur. Donc, tu vois, franchement, ça m'a beaucoup aidé aussi à changer, tu vois, mon L'état d'esprit. mindset, ouais, mon état Ouais. d'esprit et de me dire, bah, tu sais quoi, vas-y, go. Et en fait, on s'en fiche de ce que les autres pensent, de ce que tes parents y pensent. Vas-y, essaie, tu verras, tu vois. Bon, Bah après, ouais, c'est ça. j'avais le Ouais. chômage aussi, donc ça m'a aidé aussi. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal d'éléments qui m'ont aidé à me dire, vas-y, tu sais quoi, je teste et on verra ce que ça donne, quoi. Trop bien. Bah, c'est vraiment marrant parce que je trouve énormément de similarités entre ton parcours et le mien. Mais bah, je vais pas m'étaler là-dessus parce que T'as fait une école de commerce aussi, je toi? parle. Pardon? T'as fait une Ouais, école de commerce aussi? ouais, quelque chose en équivalent. J'avais fait une école de management, j'avais été en licence avant. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, c'est à peu près ça. En fait, moi, j'ai commencé à faire des projets à côté de mes études. C'est ça qui m'a permis de professionnaliser. J'ai eu aussi cette période de doute de savoir, voilà, bah, est-ce que je pars sur une carrière voilà, un peu plus orientée dans le management, vraiment en entreprise, ou alors est-ce que je saute le pas et je me lance à mon compte dans ce qui est ma passion. Donc, euh, donc non, je m'y retrouve pas mal. Mais c'est chouette d'avoir ce discours-là, en tout cas de ta part. Je sais que dans un épisode bah, avec Nathan Saillé, il en parlait aussi que bah, lui, il était toujours en études d'ailleurs, à l'époque où on avait fait l'épisode, mais bah, il s'était attaché voilà, à travailler 2 fois plus pour faire des projets à côté de ses études, essayer de vraiment se professionnaliser, de construire son portfolio. Et, euh, et c'est vrai que c'est un conseil qu'on pourrait donner à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être encore étudiants, c'est ouais, d'essayer de grappiller le maximum d'expérience. Et comme ça, après, bah, si voilà, il y a cette envie de se lancer, en tout cas, bah, il y a déjà des premières expériences qui ont été effectuées et c'est forcément plus facile. Et après, bah, c'est aussi plus encourageant
pourquoi pas essayer de se lancer. Ouais. Donc non, trop bien. En fait, ce qui est difficile, je trouve, c'est aussi de se dire que quand tu écoutes le parcours d'une autre personne, tu te dis toujours, ouais, mais moi, j'ai pas le même parcours, tu vois. Et du coup, je trouve ça difficile après de se dire, enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'est beaucoup arrivé en me disant, ouais, mais cette personne, elle a réussi, mais aussi, tu vois, il y avait cet obstacle-là qu'elle n'a pas eu et que moi j'ai. Et du coup, tu sais, Ouais. tu te dis, en fait, non, ce sera pas possible, tu vois. Et en fait, je pense que, en réalité, si cette personne, elle a pas eu d'obstacle à ce moment-là, peut-être qu'elle en a eu un autre, tu vois, dont t'es peut-être pas au courant, et que toi, tu l'auras pas forcément, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là, enfin, je pense qu'il faut aussi se dire, genre, bon, bah, ok, j'ai cet obstacle, comment je peux le contourner, est-ce que je peux faire avec et tout, et voilà, et pas forcément se définir dans le parcours d'une personne, et voilà, je pense qu'on a chacun aussi un peu, tu vois, nos avantages, nos inconvénients. Moi, il y Ah bah avait c'est le fait sûr, que clairement. je fasse de l'entreprise, que j'ai le chômage, que je sois aussi encouragé par la famille. Et voilà, mais il y a en réalité, il y a tellement de gens qui ont des parcours différents et qui réussissent aujourd'hui, c'est fou, quoi. Bah ouais, clairement. Bah forcément, ouais, chaque parcours est unique et bah, chaque personne a son histoire, ouais, à son histoire. Donc forcément, ça sera toujours différent. Mais je pense effectivement, bah, ce qui prime, c'est est-ce que j'ai envie de vivre de ma passion, de sauter le pas. Et en fonction, bah ouais, la motivation fera que on se lancera ou pas. Mais ouais, c'est sûr. Donc bah top, très bien d'avoir pu parler de ton parcours, de ce petit historique. Du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, donc la partie peut-être après 2019. Mhm. Donc là, donc on est en 2019, tu t'es lancé. Moi, je sais que j'ai commencé à te connaître à titre personnel sur YouTube. Tu faisais des vidéos à l'époque, des petits tutos. Et Ouais. effectivement, c'était important pour toi ouais, de créer du contenu sur YouTube, même si tu en fais un peu moins maintenant. On en discutera peut-être. C'est aussi bah, parce que tu fais aussi beaucoup plus de projets professionnels. Mais ça te paraissait important d'essayer de créer du contenu à tes débuts sur YouTube. Ouais, alors c'est un... En fait, si tu veux, j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube aussi parce que à ce moment-là, en fait, j'avais contacté, et je pense que tu connais, peut-être pas personnellement, je sais pas, Vincent Balthazar, alias Oja. Je sais Ah pas oui, si ça te dit ouais, un truc. ouais, ça me dit quelque chose. Et aujourd'hui, qui s'appelle Balt. Ouais, Mais du coup, en fait, on s'était contacté sur Instagram et du coup, j'adorais son travail. Et aujourd'hui, c'est un vrai, enfin, c'est un ami. Et du coup, en fait, on s'était contacté et on avait parlé un peu aussi, bah, un peu comme tous les deux, mais je veux dire, on avait eu une conversation un peu sur le milieu de la vidéo, sachant que lui aussi avait un parcours un peu spécifique parce qu'il avait fait une école d'ingé. Et en fait, voilà, on avait discuté de ça et ça m'avait, si tu veux, un peu motivé à me lancer aussi sur YouTube. J'avais un peu peur parce qu'en fait, bah, c'est vrai que YouTube, ça prend aussi pas mal de temps. Faut avoir des idées. clairement. Tu avais déjà Mm. aussi à l'époque bah, de plus en plus de personnes qui s'étaient lancées sur YouTube, je veux dire, à parler vraiment du métier de vidéaste. Donc du coup, c'était pas... Enfin, en fait, ce que je me posais vraiment comme question, c'est qu'est-ce que moi, je peux apporter en plus, tu vois. Et je pense que je voulais aussi vivre l'expérience YouTube pour avoir aussi un projet perso, tu vois, qui me plaise à côté du travail de freelance. Et pourquoi pas, créer vraiment un univers, une direction artistique, mais purement pour YouTube, et que les gens, en fait, s'identifient à mon univers et tout. Et du coup, ouais, j'avais un peu créé ça pour ça, vraiment pour. Et je m'étais aussi dit, bah, peut-être que ça pourrait m'apporter peut-être potentiellement des clients, de la Bah oui, bien visibilité, sûr. tout Ouais. ça, tu vois. Ouais. Donc, ouais, à l'époque, c'était aussi pour ça. Et je m'étais dit aussi, est-ce que ça pourrait pas être intéressant qu'en fait les gens évoluent avec moi et évoluent, si tu veux, avec en fait bah, mon évolution en soi en tant que vidéaste. Mais c'est assez dur en vrai parce que enfin, je me souviens du podcast de Pile ou Efface, Face. pile efface, Efface, pile Pile et efface. Face, pardon.
Ouais, le premier épisode, ouais. qui disait que en fait, il disait qu'il y avait des gens qui étaient experts, que lui, il savait que c'était pas un full expert, tu vois. Euh, et je pense que pour moi, c'était pareil, tu vois. Donc, j'ai pas eu la même expérience de lui par rapport à YouTube parce que j'ai pas fait 1000 recherches, tu vois. À chaque fois, j'étais pas vraiment dans ce côté un peu genre je stresse ou en tout cas, je me mets dans le mal pour vraiment faire attention à ce que je dis et tout. Donc, du coup, c'est peut-être possible que j'ai dit des conneries, tu vois, sur YouTube. Mais, euh, mais en fait, je pense que ce que je recherchais, c'était vraiment de faire des choses que je kiffe. Alors, ça m'est arrivé aussi de faire des choses, pas, je dirais pas que je kiffe pas, mais plus vraiment full YouTube. J'avais envie de voir, en fait, si tu veux, comment ça fonctionnait aussi, tu vois. Donc, par exemple, quand tu parlais de sujets qui étaient autour du dernier objectif ou du dernier boîtier, faire une vidéo dessus, bah, potentiellement, tu pouvais te dire est-ce que ça peut marcher ou pas. Et, Ouais. euh, et voilà, il y avait ce côté aussi où je voulais voir comment ça fonctionnait, mais sans vraiment, tu vois, avoir des grandes ambitions sur YouTube. Parce que je sentais qu'en fait, c'était, comme je t'ai dit, assez chronophage. Ouais. Et je pense que j'étais pas assez motivé pour vraiment lancer une chaîne qui allait vraiment se développer dans le futur. En tout cas, pour moi, c'était plutôt un tremplin, tu vois. J'étais plutôt en mode YouTube, ça va m'aider à construire une image et ensuite à potentiellement me faire voir, avoir de la visibilité, faire des projets perso qui me permettent ensuite d'envoyer à des clients. Donc voilà. Mais du coup, là, ouais, ça fait un an que j'ai pas repris et pour l'instant, je suis pas. Sauf si j'ai des petits tips, tu vois, vraiment. Tu vois, Ouais, très typiquement, spécifique. moi, je Ouais. bosse beaucoup avec des. Enfin, je bosse. J'aime bien bosser avec des caméras VHS ou des H8, des choses comme ça. Et là, j'en fais de plus en plus. Et peut-être donner des mini-conseils, tu sais, genre comment tu numérises ce genre de cassette, Ouais. mais que ce soit moins complexe que ce qu'on puisse déjà trouver sur YouTube. Ouais. Mais voilà, Mais mais à part ça, pas des grosses vidéos sur comment, je sais pas moi, sur le dernier objectif, sur le dernier boîtier. Je pense que je partirais pas trop dans cette direction-là. ouais, ok. Mais oui, ça restera peut-être un passe-temps, parce que c'est vrai que moi, pour le coup, effectivement, Maxime de la chaîne Pile et Face, c'est aussi un très bon ami, donc on a l'occasion d'en discuter assez souvent de YouTube et de la place que ça prend dans une activité de vidéaste, parce qu'effectivement, je pense que c'est un réflexe qu'on a tous envie d'avoir dès qu'on se lance aussi, parce que on a du temps, on a envie de se montrer, de créer du contenu, de partager, etc. Donc c'est assez fréquent que voilà, on crée sa chaîne YouTube, on commence à poster des choses. Sauf que aujourd'hui, en 2022, pour se faire connaître sur YouTube, faut de la récurrence, faut de la pertinence. Et, euh, et ça, on l'a pas toujours. Et je sais que Maxime, lui, pendant un an et demi, il s'est accroché. Là encore, on en parlait tout à l'heure, tous les parcours sont différents, mais lui, il était au Canada, il n'avait pas l'occasion de travailler professionnellement du fait de son visa. Donc il s'est mis à fond sur YouTube et ça a fonctionné au fur et à mesure, mais ça a pris beaucoup de temps. Et, euh, et aujourd'hui, YouTube, on en discute assez souvent et ça constitue son activité principale. Il a plus trop de projets pour des clients dans la vidéo. C'est vraiment sa chaîne YouTube qui accorde le maximum de temps. Et c'est vrai que c'est du temps, mais c'est aussi une bonne expérience et c'est aussi intéressant de se dire que voilà, on partage son contenu. D'autant plus que de plus en plus, nous en tant que vidéastes, on s'est formé sur YouTube et c'est chouette aussi de se dire que à son tour, on a assimilé des compétences et on va les partager à d'autres personnes qui pourront peut-être à leur tour se lancer dans la vidéo. Ouais. Donc c'est chouette. Non, mais Mais, franchement, enfin, pour le coup, moi, ça m'a vraiment aidé au début. Alors, je parle pas de ma chaîne, mais je parle vraiment des autres chaînes. Ça m'a vraiment aidé au début tu vois, à comprendre vraiment tout l'univers. Et après, c'était pour moi vraiment le côté, ok, maintenant, tu connais globalement toutes les bases. Même si t'as pas tout encore assimilé, le mieux, c'est vraiment de tester, quoi. Va sur le ouais, terrain, fais des trucs, essaye des choses. Ok, là, tu filmes en 25 images par seconde, mais tu sais, au début, c'était comme ça, genre, j'arrive pas à faire de ralenti, je comprends pas comment on fait des ralentis. Donc, tu sais, tu filmes en 25 images par seconde,
tu essayes de ralentir ta vidéo à 50%, 25%, et tu comprends que ta vidéo, elle saccade, tu comprends pas pourquoi, puis au final, à un moment donné, sur une vidéo YouTube, tu vas trouver comment faire des ralentis, et là on t'explique, donc tu refais, ça fonctionne. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de travail sur le terrain, je pense, vis-à-vis de Oui, bien sûr. YouTube. Ouais. Et Oui, c'est important de le souligner, ça aussi, que ouais, YouTube, ça reste peut-être théorique et qu'après, effectivement, faut aller sur place, faut tester des choses et c'est forcément à ce moment-là qu'on s'améliore aussi. ouais. Et je pense aussi vis-à-vis de YouTube, pour revenir sur ma chaîne, en fait, je pense aussi à un moment donné, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu commences à travailler avec de plus en plus de clients, c'est en soi hyper formateur, tu vois. Tu progresses sur ton cadrage, tu progresses sur ton montage, tu progresses en fait sur tout ce qui peut entourer l'audiovisuel. Et en fait, je pense qu'à un moment donné aussi, tu vois, là, ça fait vraiment, je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans, que j'ai un peu lâché, tu vois, YouTube. Ouais. Parce que j'avais moins besoin d'aller regarder, tu vois, le dernier objectif. Alors ça m'arrive de temps en temps d'aller voir des reviews sur la 7S3 par exemple, sur la FX3, sur ce genre réellement des choses spécifiques qui m'intéressent. Mais aussi, tu vois, le fait d'avoir évolué, ça, en fait, j'avais, je sais pas, j'ai pas réussi à en tout cas, ça m'intéressait un peu moins d'aller sur YouTube. Et du coup, peut-être qu'avec ça, moi, ça m'intéressait un peu moins de faire des vidéos YouTube. Parce que, je sais pas, c'était parce que j'avais évolué, tu vois, dans le métier, tu vois aussi. Oui, c'est ça. C'est... Ouais. Je pense que les limites de YouTube, effectivement, YouTube, c'est très bien quand on a envie de se former, de vraiment démarrer. Mais je pense que quand on atteint aussi un cap en termes de compétences vidéo, ça devient compliqué de trouver vraiment, tu vois, des ressources pertinentes. Donc, ouais, après, l'idée, c'est peut-être de s'orienter vers des formations un peu plus poussées sur des, je sais pas, sur des logiciels de montage précis, sur de la colorimétrie, etc. Mais c'est vrai que YouTube, ça reste peut-être, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est aussi peu, peu précis en termes de compétences spécifiques peut-être. Donc non, super, très bien. Et puis, en fait, si tu veux, là, l'idée, c'est que on ait parlé de tes débuts en tant que freelance. On Ouais. va parler aussi forcément de tes projets. Mais avant, si tu veux bien, on va faire le petit jeu. Le petit jeu, le fameux petit jeu du podcast Vididea, c'est le jeu Si tu dois choisir. Donc on va le faire et puis on revient juste après le jingle. Vas-y. Ok, donc le jeu, vous le connaissez forcément maintenant, donc c'est Si tu dois choisir, donc je vais te poser 5 petits dilemmes. Théo, c'est vrai que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, donc ça se trouve, tu as déjà réfléchi à des réponses, mais l'idée c'est que tu me dises un peu ce qu'il en est sur des problématiques liées à la vidéo, sur des envies que tu aurais. Et comme ça permet de voir un peu tes aspirations pour le futur. On va commencer avec la première. La première, donc, c'est si tu dois choisir un pays à visiter ou un pays dans lequel tu voudrais vraiment filmer, créer du contenu, ce serait lequel? Alors moi, je suis assez urbain en vrai. Ok. Donc, pays, c'est assez, Un c'est pays assez où, large. ouais, effectivement, Mais en l'occurrence, ça peut être une ville. je pense clairement. que j'aimerais bien New York en vrai. Ok. Ouais, T'as pas eu l'occasion d'y aller encore? Alors j'y suis déjà allé, mais à l'époque, j'étais pas du tout dans le délire de la vidéo. Ouais. Mais j'y suis déjà allé, ouais, j'avais adoré. Mais je pense qu'avec un œil plus visuel, enfin en tout cas d'audiovisuel, je pense que ce sera vraiment différent. Je suis fan aussi de Berlin, j'adore Berlin. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est béton, métal. Ouais, Enfin bref. ça se ressent effectivement quand on voit notamment ton site Instagram. On voit que t'as un penchant aussi pour tout ce qui est architecture, etc. Donc c'est super et j'imagine que New York doit bien s'y prêter. Mais, Ouais. Mais j'avoue que je suis pas très original en vrai. Mais non, mais en vrai, ouais, je pense que j'aimerais bien.
Trop bien. Après, j'aime bien la ville en général, tu vois. Je pense que n'importe où, je suis moins nature que, tu vois, de faire d'avoir des super paysages, même si c'est très beau, mais j'aime bien plus tu vois. Je pense que ça, par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, Rio, tu vois, autre ambiance, tu vois, mais ça pourrait être cool aussi, je pense, mais vraiment plus orienté ville que nature en tout cas. Ouais. Donc voilà. Mais on y reviendra peut-être, mais ouais, t'as eu l'occasion aussi de voyager aussi récemment pour le travail, notamment au Cameroun. Mais Exact. on en parlera peut-être après Ouais. s'il y a d'autres projets qui se profilent à l'étranger, justement dans cette thématique-là. Non, mais très bien, parfait. Donc ça, c'est une question un peu dilemme à chaque fois. Si tu dois choisir une marque avec qui collaborer, ce serait laquelle? Peut-être que tu as déjà atteint cet Si, objectif. j'y avais réfléchi. J'avais réfléchi. Non, j'adorais travailler avec Carhartt, qui est une Ok. marque de fringues. Voilà, je suis vraiment. Je m'habille Carhartt, je vis Carhartt. Voilà, j'aimerais bien avoir une maison Carhartt, tu vois, mais ouais, je suis fan de cette marque. J'aime bien. J'adore l'univers et tout. Ils font pas masse de vidéos. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas. C'est c'est une marque française? Non. Ouais, c'est Carhartt Ah VIP, si? je sais pas si tu vois. C'est Euh, un logo. Attends, est-ce que j'ai. Bah si, mais Carhartt, si, bah je vois très bien, ouais, Attends, j'ai je pas. visualise bien, mais je savais pas si c'était une marque française ou Ah non, étrangère. non, non, c'est pas français, c'est pas français. Ouais, c'est pas français, ok. Ouais. Non, Ok. non, de base, c'était une marque de fringues, mais tu sais, un peu ouvrier, vraiment avec des bleus de travail, des salopettes, enfin de la matière genre hyper résistante. Ouais. Et c'est devenu une marque plus mode aujourd'hui, donc sous le nom de Carhartt VIP. Et voilà, et moi j'aime trop les fringues, j'aime trop l'univers qu'ils ont global. Je suis assez fan de. Enfin, j'essayais aussi, tu vois, vis-à-vis de YouTube, de retranscrire un peu. Alors, c'est difficile à dire. Enfin, j'essayais pas de faire la même chose, mais dans un délire un peu similaire, quoi. Ouais. Mais Donc ouais, Carhartt, mais ils font pas beaucoup de vidéos et je suis allé voir il y a pas très longtemps justement un court métrage de Carhartt parce qu'en fait ils sponsorisent en fait des skateurs. Donc ok. on est dans un univers skate en vrai, hein, avec Carhartt. J'étais allé voir un court métrage réalisé par un Français, mais alors je sais plus comment il s'appelle. Mais moi j'ai un problème avec les noms et les prénoms. Mais je kiffe son travail. Et voilà, c'était une vidéo vraiment très, tu sais, vraiment skate pur, tu vois, filmé Ok. avec des effets de fisheye, Ouais. tu sais, à la 16 mm. Le rendu était trop, trop stylé, mais c'est vrai que c'était un truc vraiment full, tu sais, juste un enchaînement de figures dans différentes villes Ouais. d'Europe, et le rendu était cool, hein. Mais ouais, c'était vraiment. Filmer du skate, c'est vraiment très spécifique de base. Euh, Faut déjà savoir faire du skate, je pense. Et avoir le coup de main aussi, quoi. Mais voilà, ouais, Carhartt, désolé. J'étais Trop bien. super long. Mais en vrai, peut-être un jour, parce que ce qui est cool aussi avec, en discutant, moi j'en apprends un peu plus sur tes passions, etc. Mais ce qui est cool en t'écoutant, c'est que on voit que tu as un peu fignolé, en tout cas affiné ton travail en fonction de tes passions. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de tes projets sont tournés autour du sport, de la mode. Et c'est vrai que c'est du contenu que tu produis, mais qui te ressemble aussi, puisque c'est vrai que des fois, quand on se lance de la vidéo, on va être amené à travailler dans des domaines de vidéo qui nous plaisent pas forcément, qui sont pas hyper pertinents selon nous. Mais après, j'imagine que tu es aussi passé par là à tes débuts. Mais au fur et à mesure, c'est cool de voir que voilà, tu te spécialises dans ce que tu aimes vraiment et c'est intéressant. Et du coup, forcément, tu te mets dans un cas de figure d'expert, par exemple dans la création de contenu, dans la mode. Et du coup, ça pourra potentiellement intéresser ces marques-là dans le futur. Donc, c'est chouette. Et Ouais, ouais, justement, c'est vrai. la prochaine question,
ce sera peut-être assez facile d'y répondre pour toi. Si tu dois choisir un seul domaine de vidéo dans lequel exercer, ce serait lequel? Bah, au final, ouais, c'est. J'y avais réfléchi aussi, mais c'est quand même assez difficile parce que, en vrai, je dirais le sport. Parce que Ok. le sport, en fait, tu peux lier, en fait, je pense, l'événementiel avec la mode. Parce que dans le sport, tu parles aussi de un peu entre guillemets de mode parce que enfin, tu peux avoir des fringues, tu vois. Imagine quand tu travailles pour Nike et tout, il y a quand même une notion Bah oui, clairement. c'est des Ouais, vêtements c'est quoi, tu sûr. vois. Donc ça Ouais. reste aussi un peu de la mode. Après, ça dépend si tu travailles dans le football ou là, c'est peut-être un peu différent, mais ce que j'aime bien, c'est que vraiment tu peux créer des histoires. Donc, tu vois, ajouter vraiment cette partie de storytelling et en même temps faire quelque chose d'hyper dynamique. Et moi, ce que j'adore aussi dans ces domaines-là, c'est toute la créativité que tu peux apporter derrière. Donc, tu vois, autant quand tu fais de la vidéo corporate, je pense que Alors, il y a toujours des manières d'innover, tu vois, mais filmer avec, je sais pas moi, une Super 8 ou une mini DV dans du corpo, alors ça dépend quelle Ouais. boîte, j'ai envie de te dire, mais un truc vraiment très institutionnel, tu vois. Je sais pas si vraiment ça s'y Oui, prête, tu dans le vois. Faire domaine de la de la photo finance, argentique, etc., ça s'y prête moins. oui. Après, tu vois, si jamais tu veux raconter une Ouais. histoire pour, je sais pas, une marque dans la finance, tu peux faire un peu un truc un peu à l'ancienne avec un effet un peu VHS ou utiliser une mini DV, une H8, une Super 8, je sais pas. Et faire quelque chose de stylé, hein, franchement, il y a. Mais Oui, vraiment, je après, pense oui, oui. que dans le sport, ça s'y prête beaucoup plus et tu peux faire vraiment des choses genre hyper innovantes. Si tu fais des plans où ça tourne dans tous les sens, ça peut le faire. Tu vois, ça peut marcher. Voilà, je trouve que. Voilà, je pense que. Ouais, tu peux tout mélanger, tu peux raconter des histoires, tu peux faire des plans très commerciaux, comme dans la mode. Tu peux rajouter peut-être un côté un peu événementiel. Je sais pas comment, mais je sais pas si dans la vidéo tu vas raconter un moment où c'est un peu plus sur de la musique ou je sais pas trop. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, Ok, je dirais le sport. trop bien. Mais j'adore la Parfait. mode et l'événementiel, hein. Ouais, ouais, bah c'était Je... tout c'était tout le dilemme de jeu, c'est de devoir choisir. Mais non, mais parfait. Et puis, bah, dernière question, si tu dois choisir un ou une vidéaste qui t'inspire, qu'elle soit francophone ou non, ce serait lequel ou laquelle? Alors c'est un Français, il s'appelle Benoît Marzouvan-Lyon. Voilà, c'est un vidéaste que j'ai découvert il y a un an, je pense, un an et demi. Et voilà, il est très très chaud. C'est vraiment, je pense que j'aimerais beaucoup savoir filmer comme lui, ou en tout cas essayer de faire un peu la même qualité vidéo. Mais il est vraiment très chaud. Et voilà, je sais pas quoi dire en réalité de plus sur lui, mais juste aller voir si ça vous Bah ouais, je intéresse, allez mettrai voir le lien parce que moi je t'avoue que je connais pas. Donc c'est un vidéaste, c'est un directeur de la photographie. Il fait quel type de projet justement? Alors, lui, très orienté urbain aussi, il a fait des clips de rap, il travaille aussi bah, ouais, beaucoup dans l'univers street et urbain. Voilà, mais il a vraiment une manière vraiment à lui de filmer et c'est vraiment un gars qui. En fait, il teste tout, tu vois. Il est vraiment. Il essaye de vraiment. Avec, tu vois, des trucs qui sont au quotidien que tu ne dirais jamais, bah, avec ça, je peux essayer de transformer. Enfin, pas transformer, mais en tout cas utiliser. Un outil pour essayer de faire cet effet-là. Tu vois, il essaye de. Comment dire. Enfin, en vrai, je pense que le mieux, c'est d'aller voir ce Ouais, qu'il bah fait oui, parce que forcément. c'est. En tout cas, si vous Non, bah aimez vraiment. je mettrai des liens carrément. Franchement, en tout cas, je trouve qu'il donne pas mal d'idées sur euh, comment faire un peu autrement que des plans que tu pourrais faire de façon un peu, tu vois, improvisée, j'ai envie de dire, mais assez classique, tu vois. Et par exemple, il a fait une pub il y a pas très longtemps sur une. Enfin, je sais plus c'était quoi la marque, mais en gros, il avait pas scotché, tu vois, mais il avait accroché la caméra sur la valise.
mais pour qu'on puisse voir en gros la main. Enfin, c'était vraiment un point de vue en fait que j'avais jamais vu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça Bah, faisait c'est vraiment ouais. très 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 pub. Et tu vois, alors que toi, t'aurais filmé avec ta caméra sur ton stab ou à la main, juste la main de la caméra sur la valise, mais lui, il fait en sorte que la caméra, elle soit sur la. Enfin, c'est. Je suis désolé, hein, j'explique super mal, Non, mais mais en plus, je vois très bien, mais c'est effectivement ce qui rend ces personnes-là inspirantes, c'est qu'ils innovent dans leur domaine, ils testent exactement. des choses et forcément, ça les rend uniques. Donc, non, c'est trop bien. Bah, en vrai, je suis curieux, je connaissais pas, donc j'irai Ouais. voir aussi. Non, non, Très il est bien. vraiment, il est très très chaud et très inspirant. Et parfois, en fait, moi, enfin, ce qui me fascine, c'est à partir du moment où je regarde une vidéo et je me dis comment il a fait, tu vois, comment il ou elle a fait pour faire cet effet, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, c'est bon, forcément, tu lui poses la question, tu vois, mais parfois il y a des trucs, bah, t'as pas forcément envie de dire toutes tes idées, Ouais, bah comment tu oui, les as après, réalisées ou ouais, quoi. ouais. Même si c'est intéressant, mais ouais, à partir du moment où je me dis, putain, il a fait cet effet-là, je me dis, mais comment il a fait? Est-ce qu'il l'a fait en post-prod? Est-ce qu'il l'a fait sur le lieu du tournage? Quel outil il a utilisé pour faire tel ou tel plan? Et ouais, du coup, ça interroge et ouais, ça te donne une autre vision aussi de la vidéo, tu vois. Tu te dis, ok, pour donner un peu de dynamisme, je peux peut-être le faire autrement. Enfin, tu vois, ouais, c'est Bah non, super mais intelligent, t'as quoi. raison, je me retrouve un peu dans ça, de se dire, ouais, comment tu peux évaluer une bonne vidéo, ou tout du moins une vidéo qui a un petit plus, ouais, c'est ça, c'est le fait de se dire, ok, cet effet-là, je l'ai jamais vu, cette technique de cadrage, je l'ai jamais vu, comment il a fait, et c'est effectivement ça qui inspire, donc non, c'est top. Et puis du coup, ça va faire la transition un peu avec la fin du jeu et la question que je voulais te poser. Ouais, Parce que toi, effectivement, tu as aussi un style créatif qui est caractéristique. On reconnaît un peu tes productions parce que tu utilises pas mal d'overlay, d'assets. Pour ceux à qui ça parle pas, c'est comment on pourrait définir ça? C'est des effets créatifs qu'on va ajouter sur son rush pour dynamiser. Pour dynamiser voilà, un rush vidéo ou une vidéo de manière générale. Ça peut prendre la forme, je sais pas, de grains pour apporter quelque chose en plus au rush vidéo, je sais pas, au rendu VHS, Super 8, des choses comme ça, des effets qui vont permettre de créer quelque chose en plus à son rush vidéo. Et toi, effectivement, t'en utilises beaucoup dans tes productions. Est-ce que ça représente quoi justement ces choses-là dans ton style? Est-ce que c'est très important? C'est quelque chose dont tu pourrais pas te passer? Comment tu vois la chose avec l'utilisation justement de ces effets-là dans ton travail? en fait, c'est vrai que j'aime bien bosser avec ce style d'effet. Je pense qu'en fait, à un moment donné, tu vois, réutiliser des mini DV, des VHS, des H8, des Super 8, alors après, je sais pas depuis combien de temps, tu vois, mais c'est vrai que c'est redevenu très très tendance. Tu vois, on utilise beaucoup dans les clips. Je pense notamment aussi à l'argentique qu'on utilise aussi dans la Ouais. vidéo. C'est vrai qu'il y a une Euh, sorte de phénomène de mode aussi, ouais, qui s'installe depuis quelques temps avec justement ce style de captation. Donc hmm. vas-y, je te laisse continuer, ouais, mais c'est Ouais, vrai non, non, mais qu'on le voit effectivement de plus en plus. Ouais. ouais, ouais. Et en fait, ce qui est toujours difficile, c'est que parfois t'as pas les moyens non plus, tu vois, de filmer. En plus, ça coûte un peu d'argent, tu vois. Si jamais tu veux t'acheter une Super 8 et reproduire un effet Super 8, enfin voilà quoi, faut avoir les moyens ou il faut demander au client de te dire si c'est ok ou pas quoi. Donc voilà, donc forcément, aujourd'hui tu trouves d'autres moyens en tout cas à peu près imiter l'effet, même si ça reflète pas l'effet exact, par exemple d'une Super 8 ou d'un effet VHS si tu veux faire du VHS. Mais t'as des moyens sur Internet de trouver des trucs assez bien faits en vrai.
Et je dirais plus, comme tu disais toi, en version un peu overlay, assets, qui sont soit des effets, comme tu disais, de grain, soit des effets un peu de flair, de Super 8, tu sais, un peu avec des couleurs et tout, soit des sortes de PNG vraiment qui imitent l'espèce de contour Super 8 que tu retrouves Ouais. sur ce style de caméra. Donc ouais, et en fait, pour moi, tout ça, ça rejoint en fait toute la créativité en fait que je peux mettre en place dans une vidéo. Et finalement, en fait, je trouve ça intéressant pour un client de lui proposer de faire en tout cas, avoir plusieurs styles d'effets pour pas forcément proposer une vidéo où je vais faire vraiment, tu vois, du full numérique avec mon boîtier. Même si pour certains styles de vidéos, ça s'y prête très bien. Hein. C'est juste que je pense que dans un domaine plus urbain, ou en Ouais. tout cas quand ça peut s'y prêter, tu vois. Ouais. Par exemple, là, euh, je suis parti 2 jours la semaine dernière à Marseille et j'ai filmé avec la Mini DV parce que ça s'y prêtait en soi, tu vois, ça faisait un peu vidéo vacances, voilà, et t'as vraiment cet effet un peu aussi de zoom avant, arrière, tu vois, qui peut s'y prêter. Et voilà, et franchement, je trouve que en fait, j'aime bien vraiment faire ce style d'effet parce que j'ai l'impression d'apporter quelque chose de différent aussi, de me démarquer aussi. Après, voilà, c'est utilisé aussi chez d'autres réalisateurs et voilà, je suis pas le seul à faire ce style, à faire ce style d'effet. Ouais, bien sûr, Mm. mais j'imagine que c'est aussi ce style-là qui te caractérise par rapport à d'autres vidéastes et c'est aussi ça qui ont attiré les marques avec qui tu collabores parce qu'on va aussi parler des projets que tu as eu et que tu as en ce moment avec des belles marques. C'est ouais, c'est ton style qui les a attirés parce que bah voilà, on va parler des marques. Tu as pu faire des belles collaborations avec le Coq Sportif, Ouais. avec Courir. Donc ça, c'est des super projets avec des belles marques. Euh, Comment ça s'est passé justement ces collaborations? C'est eux qui sont venus à toi, c'est toi qui les as démarchés. Comment ça s'est mis en place de manière générale? Non, en vrai, ouais, j'avais une envie de faire des projets ouais, pour courir ou dans le sport, comme pour le coq sportif. Et en fait, ça fait un lien avec Benoît Marzourlian parce que en fait, c'était il y a 2 ans. En fait, je bossais pas encore dans ces projets-là et j'avais vraiment envie de proposer une vidéo mix entre sport, urbain, mode, tu vois. Et du coup, j'avais demandé à un pote de voir si c'était possible de faire une vidéo, tu vois, perso. Ok. Et j'avais envie, et comme à ce moment-là, j'avais découvert Benoît Marzouvalian et que j'avais adoré son travail, je m'étais dit, bah vas-y, je vais peut-être essayer de faire un peu la même chose et je vais laisser libre à ma créativité, tu vois. Et du coup, on avait fait une vidéo un peu parcours à la Défense. Ah oui, je me souviens. Ouais, je me souviens de cette vidéo. Elle Et était chouette. je l'avais appelée Neur. Et voilà. Et du coup, cette vidéo-là que j'ai aussi postée sur YouTube d'ailleurs. Et en fait, je m'étais dit vraiment que l'objectif de cette vidéo-là, c'était pareil, de gagner en visibilité et de pouvoir l'envoyer ensuite à des clients, à des marques qui pouvaient être intéressés par ce style de vidéo. Et ça a fonctionné, puisque en fait, Trop c'est grâce bien. à cette vidéo que j'ai pu travailler avec Courir. Et voilà, et du coup, ouais, ça m'a vraiment aidé. Et c'est vrai que dans cette vidéo-là, j'avais utilisé des assets et des overlays un peu Super 8. J'avais aussi fait des effets un peu glitch. Voilà, non, je suis toujours hyper content en fait de cette vidéo-là parce que je la trouve super dynamique. C'est cool. Franchement, Euh, c'est hyper intéressant de se dire que ouais, ça part d'un projet perso. Finalement, ouais, ça renvoie aussi au fait que faut pas hésiter, si on a vraiment envie de travailler dans un secteur, d'essayer de créer du contenu au maximum en cohérence avec ce secteur-là, avec ses codes, etc. ouais, C'est cool de se exactement. dire que toi, ça part de là et que au final, tu as réussi à décrocher un contrat avec cette marque-là, qui en plus est une collaboration de long terme, parce que de ce que je vois, tu réalises régulièrement des vidéos pour eux, donc c'est hyper intéressant. Ouais.
Ouais. Non, non, en vrai, franchement, les projets perso, c'est vraiment essentiel, quoi. Surtout que, enfin, t'as des groupes Facebook de modèles où tu peux proposer tes services en mode, bah voilà, j'ai envie de faire une vidéo en mode, Ouais, j'aimerais bien aller là, est-ce que il y a des gens qui seraient intéressés pour faire des vidéos? En soi, c'est comme la photo, hein, quand tu commences et que tu veux faire de la vidéo de mode, bah tu demandes à des modèles ou tu peux bien sûr. les contacter sur Insta, tu peux demander à tes potes, oui, ça commence comme ça, ouais. Mais les projets perso, c'est essentiel et en vrai, je pense que même aujourd'hui, faut continuer à en faire si tu veux travailler dans un domaine. Enfin, tu fais ta vidéo, tu envoies, si ça fonctionne pas, tu réessaies, t'essaies d'innover ou voilà, t'essaies de trouver un lieu différent. Enfin, non, franchement, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis aussi le fait de commencer à travailler avec Courir, de gagner aussi en visibilité et je pense aussi j'ai oublié le mot, mais ça m'a permis que les personnes qui me suivent se disent ok, c'est sérieux, tu vois. Enfin, je veux dire, En légitimité, ils ouais. travaillent pour Ouais. des. Ouais, oui, ça m'a rendu légitime, exactement. Bah ouais, Et clairement, ça m'a parce permis de que bosser avec d'autres marques après. mais ouais, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça crée un cercle vertueux parce que, bah, du coup, effectivement, comme tu as accès à cette première collaboration peut-être avec Courir, bah, forcément, les gens te considèrent comme, un vidéaste plus plus expert dans un domaine avec des productions, de meilleure qualité. Parce qu'effectivement, bah, au-delà de courir, je vois que tu as pu travailler, on en parlait tout à l'heure avec le coq sportif. J'ai vu récemment, tu as fait aussi une production pour la gamme enfant de Dior, c'est ça? Donc ça, Exactement, j'imagine que ouais. c'est un travail avec des agences créatives, mais c'est aussi le fruit de production que tu as fait au fur et à mesure que tu as construit. Et c'est hyper intéressant de voir que ouais, tu construis un peu ton activité au fur et à mesure et que bah, ça prend vraiment des proportions intéressantes parce que bah, c'est ça aussi qui interpelle et qui me donnait envie aussi de discuter avec toi, c'est que bah, tu fais vraiment des projets de qualité de plus en plus et c'est intéressant. Ouais. Et, et j'imagine ce qui a dû changer aussi au fur et à mesure, c'est que bah, par rapport à tes débuts peut-être, c'est que bah, là, les projets sont forcément plus travaillés avec des marques et des agences plus grandes. Donc ça nécessite aussi plus d'exigences, ça nécessite aussi peut-être d'être entouré par des équipes. Tu travailles aujourd'hui principalement avec des équipes sur les tournages ou tu restes encore assez seul dans tes projets? Ouais, non, globalement, je suis quand même assez seul en vrai hein, Ok. sur les projets. Je travaille très rarement avec des assistants. Mais Mais bon, tu es entouré peut-être d'autres experts, peut-être euh, des, des photographes, des personnes chargées de la production, ou non, c'est toi qui gère tout encore de manière générale, ouais. non, non, ouais, oui, ok, dans ce sens-là, ouais, c'est vrai que oui, oui, globalement, je travaille principalement enfin, sur la plupart des tournages avec des boîtes de prod ou des agences, comme pour Courir par exemple. Et je fais un clin d'œil à Nuance Studio parce que c'est grâce à eux aussi que je travaille pour Courir. Ouais, allez suivre Nuance Studio sur Instagram parce que c'est vrai qu'ils font bah, toute la partie, eux, direction artistique et photo. Et à chaque fois, bah, c'est juste un bonheur de filmer les set designs qu'ils font sur chaque shoot. Enfin, tout est vraiment parfait. Et moi, finalement, sur ces shoots, je dirais que j'ai plus qu'à filmer, imaginer mes plans, imaginer comment je vais faire mon montage en post-prod. Même si j'imagine à chaque fois de faire des habillages un peu différents sur chaque vidéo pour pas qu'elles se ressemblent. Mais eux, ils font un énorme travail et franchement, enfin, c'est grâce à eux si les vidéos que je fais, en tout cas pour courir, puissent plaire, j'ai envie de dire. Très bien. Ben oui, c'est ça, parce que Ouais. c'est aussi hyper intéressant quand on commence à s'entourer aussi de personnes qui, voilà, par exemple, là tu dis, ouais, c'est des set designers qui sont, j'imagine, chargés d'installer les décors, de réfléchir à tout ça. Et c'est vrai que je suppose que c'est hyper chouette, toi, en tant que vidéaste réalisateur,
de pouvoir t'épauler sur des personnes comme ça. Et forcément, ça rend la vidéo que plus pertinente et plus jolie. Donc c'est ça aussi qui permet de continuer à s'améliorer, de faire des vidéos de plus en plus qualitatives et continuer à avancer. Et ça fait la transition avec peut-être une des dernières questions du podcast, parce que qu'on regarde le temps, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute. C'est passé vite, mais c'est hyper intéressant. Euh, c'est quoi, toi, tes ambitions pour la suite? Est-ce que tu y réfléchis? Est-ce que tu aimerais bien continuer dans un domaine particulier, essayer d'aller chercher des projets plus importants? Est-ce que tu commences à réfléchir à ces choses-là? Ouais, alors ce que je fais pas trop encore aujourd'hui, c'est vraiment de la réal pure. Même si en vrai, quand tu fais la vidéo, il y a quand même une sorte de réalisation parce que tu imagines quand même comment tu vas faire ton montage ou tu imagines à peu près les plans que tu pourrais faire, même si le décor est déjà installé, tu vois, et que comme on en parlait juste avant, tu peux avoir le set design déjà fait, toute la partie aussi stylisme aussi qui est hyper importante. Euh, mais aujourd'hui, j'ai pas encore trop de projets qu'on me propose en mode bah écoute, on aimerait faire une vidéo sur cette marque-là et on aimerait que tu fasses un storyboard par exemple pour, pour vraiment je sais pas, raconter vraiment une histoire. Donc c'est vrai que là globalement c'est plus tu vois, c'est dans ma tête quoi. C'est comme par exemple quand je suis parti du coup au Cameroun pour le coq sportif, j'avais envie de faire une vidéo story télé, mais j'avais pas fait de storyboard en avance. Tu vois, je me suis dit, je vais poser des questions aux joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, parce que pour information, c'était une vidéo pour le maillot de l'équipe nationale du Cameroun, qui est sponsorisé Pour la par le CAN, coq c'est ça? sportif. Exactement, pour la CAN. Et voilà, et du coup, c'était l'occasion de faire une vidéo beaucoup plus storytelling qu'une vidéo classique, tu vois, où tu vas filmer le maillot. Et vraiment, je suis super fier de cette vidéo parce que j'y ai mis Elle est tout trop ce que bien. j'aime, Ouais, tout elle est ce que chouette. Elle est j'aime super chouette, ouais. Et ça, dans les pareil, effets. effectivement, sur un projet comme ça, on voit des fois qu'il y a un peu de motion design. Ça, c'est toi qui le fais, ou pareil, tu commences à déléguer des parties un peu plus créatives pour essayer d'améliorer tes productions? Comment ça s'est passé Ouais, motion design, non, c'est pas moi qui ai fait le motion design, c'est vraiment c'est le coq sportif qui a demandé à une autre personne qui connaissait de faire la partie motion. Et c'est vrai que ça rajoute vraiment un truc supplémentaire de faire la partie motion. Je trouvais ça vraiment trop cool. Et j'essaye vraiment ouais, de faire des projets plus où j'ai envie de proposer aussi, tu vois, une partie motion ou même juste du pur graphisme, tu vois, ou du dessin. J'essaie de voir un peu sur Insta s'il n'y a pas des gens qui font tu sais, juste de l'animation, mais vraiment en mode un Ouais. peu dessiné, tu vois, qui pourrait grave coller avec un univers sportif, par exemple. Et, euh, et voilà, mais ouais, du coup, je pense la partie réalisation avec vraiment un storyboard et vraiment à plus réfléchir en amont, tu vois, sur Ok, ouais. tel ou tel plan, parce que bon, généralement, ouais, je viens avec, tu vois, deux, trois idées dans la tête. J'essaie de voir aussi si je peux me permettre d'utiliser une mini DV ou une H8 ou une Super 8 et voir si ça s'y prête et voilà, mais globalement, ouais, c'est. Et puis je pense aussi toute la partie direction artistique, que aujourd'hui je fais pas trop encore, tu vois, sur des shoots dans le sport ou dans la mode, t'as vraiment. Enfin, quand tu passes par des agences, généralement, t'as déjà des DA, tu vois, qui ont déjà imaginé toute la partie esthétique, vraiment les vêtements, le set, où est-ce qu'on va tourner, qu'est-ce qu'on veut retranscrire aussi dans la vidéo parfois. Donc voilà, mais ouais, vraiment pur réal. Et pouvoir, je pense que j'aimerais bien aussi, c'est travailler plus avec des équipes euh, pour vraiment imaginer des plus grosses. En soi, c'est pour faire des plus grosses productions en soi. Ouais. Et ce qui me manque aussi beaucoup aujourd'hui, c'est toute la partie lumière que j'utilise pas trop en soi quand je suis en shoot. Ok. Créer des ambiances, ça, je trouve Ouais. ça vraiment stylé. Et voilà, je sais que certains, je pense notamment aussi à Lucas Bosque, que tu as reçu sur ton podcast, qui utilise parfois des lumières, et je trouve les rendus avec lumière, en tout cas les ambiances qu'il arrive à créer, sont vraiment très stylés.
Et j'aimerais bien moi aussi savoir faire ça. Voilà, donc je me renseigne. Je regarde du coup ça, je regarde sur YouTube pour voir si je peux pas trouver des trucs. Après, je sais qu'il y en a qui commencent aussi à bosser sur des, tu vois, qui, je dis pas abandonnent le côté freelance, mais en tout cas qui bossent sur des grosses prods. Et en fait, tu apprends un peu sur le tas, tu fais assistant cam ou tu fais autre chose. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, tu apprends à vraiment, je pense, voir des projets plus gros pour ensuite revenir dans un truc plus perso. Et comme ça, tu peux mieux aussi. Enfin, je pense que c'est aussi assez utile en vrai de bosser sur des grosses prods. J'ai vu que toi, tu étais aussi sur une grosse prod, on peut le dire. C'est un Ouais, film ou un un peu plus court-métrage? grosse. Après, c'est, euh, c'est de la fiction, donc moi, c'est une petite découverte pour moi. Je vais pas trop m'étaler dessus, mais effectivement, enfin, moi, je le ressens depuis le début. C'est enrichissant, tu vois, de découvrir bah, déjà une autre dimension de la vidéo. Là, c'est de la fiction, donc c'est forcément différent sur plein d'aspects, mais aussi, effectivement, bah, sur tout ce qui est euh, prise de son, lumière, etc. Bah, c'est différent, c'est beaucoup plus travaillé, etc., que les projets qu'on peut faire bah, en étant seul. Donc, non, non, c'est hyper formateur pour ça, donc c'est cool. Mais effectivement, oui, c'est en réalisant bah, forcément des projets que on voit, qu'on gagne en expérience, en connaissance, et après on peut les appliquer au fur et à mesure. Donc c'est ça aussi qui est chouette dans notre métier, c'est que je pense qu'on peut que s'améliorer. Tu vois, je pense pas qu'on puisse stagner. On s'améliore toujours, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que bah ouais, c'est ça. Il y a toujours des choses à faire de mieux, de nouveau, et, et c'est chouette. Donc Ouais. De toute façon, je pense que tant que tu regardes d'autres réals ou des vidéos qui t'inspirent, en tout cas qui te donnent envie de faire mieux, tu... Enfin, pour moi, ça veut dire que le taf, il est pas terminé, tu vois. Et je pense qu'en soi, de toute façon, à partir du moment où t'es pas... Enfin, ouais, Non, attends, j'enlèverai cette dernière partie-là. Enfin, je veux dire, tu l'enlèveras du coup, en fait. Mais ouais, ouais, c'est... Moi, ce que je vois aussi à travers les autres réalisateurs, tu vois, les autres vidéastes, c'est, entre guillemets, une concurrence, tu vois, mais une bonne concurrence, tu vois. Je vois un truc en mode... quand je vois certaines vidéos, c'est pour ça, tu vois, aussi que quand, par exemple, je te parle de Benoît Marvelian et que je te dis qu'il y a des effets où je me dis comment il a fait, d'un autre côté, je me dis, putain, le projet est trop stylé, moi aussi j'aurais trop voulu le faire. Et quand je vois comment il arrive à faire les choses, bah, je me dis, ça me donne, tu vois, envie de faire mieux, tu vois. Je me bien dis, sûr. il y a ce côté un peu, tu vois, on veut tous faire mieux en soi, même si on n'est pas sur les mêmes domaines d'activité. Mais, euh, mais pour moi, c'est du challenge, tu vois. Il y a un côté un peu... voilà, pour moi, il y a une vraie partie challenge sur les autres vidéastes, et je trouve ça cool. Et parfois, on s'échange nos tips, et c'est toujours hyper bon enfant, tu vois, mais ouais, c'est hyper challengeant. Et pour moi, tant qu'il y a ça, tant qu'il y a tu sais, la flamme de faire d'encore plus belles images, une plus belle colo, raconter une histoire, mais encore mieux, mieux travailler ses plans en amont, ouais, moi, en tout cas, ça me challenge beaucoup, et Bah ouais, c'est non, mais je pense que c'est la même un peu pour tous pour tout les le monde, vidéastes, ouais. en tout cas ceux qui ont la passion de l'image, c'est d'essayer de toujours en faire plus. Donc, non, non, c'est sûr. Ok, parfait. Bah écoute, sur ce, on va passer à la dernière question du podcast. Ouais. Quelque chose d'assez tranquille. Si toi, tu avais une recommandation à faire, je sais pas, sur du matériel vidéo, sur euh, une initiative à aller voir, même pas dans le domaine de la vidéo, une recommandation, je sais pas, peut-être lifestyle, sur quelque chose qui te tient à cœur, quelle serait-elle? Je sais pas, un film, un livre, quelque chose qui t'a marqué, et que tu intègres à ton quotidien, ce serait quoi? En fait, j'avais envie de dire un mot de la fin, mais par rapport justement à,
tu vois, comment sauter le pas aussi, tu vois, qui est aussi un moment dur, enfin un moment difficile dans ton questionnement. Euh, et c'est plutôt orienté plutôt pour les gens qui ont envie de se lancer. Moi, la question cruciale que je me suis posée aussi à ce moment-là, c'est et pourquoi pas moi, tu vois? Et parce que quand tu viens pas du milieu de l'audiovisuel, c'est vrai que c'est difficile de te dire, bah, est-ce que finalement, en allant dans ce milieu-là, je vais pas rencontrer des gens qui vont me dire, quoi, t'as pas fait une école d'audiovisuel, qu'est-ce que tu fous là? Et au final, je pense que le et pourquoi pas moi, ça m'a fait dire, bah, en fait, c'est vrai, pourquoi pas toi? Pourquoi t'y arriverais pas, tu vois? Et c'est une question que je me suis posée à ce moment-là, quand je me suis lancé. Et ça m'a beaucoup aidé à vraiment prendre l'initiative de le faire. Et voilà, je pense que ça, ce serait mon mot de la fin. Trop bien. Voilà. Ok. Et pourquoi pas Je... moi? On retiendra ça. Bah trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Théo. C'était cool de pouvoir échanger avec toi. Pour les gens qui veulent peut-être te suivre, même si je sais pas vraiment si les liens que je mets dans le podcast sont très vus parce que c'est toujours compliqué comme c'est un format audio principalement. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit pour ton travail, pour tes projets perso, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah déjà sur Instagram, voilà, c'est sur Instagram, je suis présent. J'étais plus présent avant, maintenant je suis un peu moins présent, mais j'étais plus présent parce que je faisais du YouTube, donc je communiquais plus par rapport à YouTube. Après, globalement, Instagram, ça me sert à exposer mes projets, mais c'est pas vraiment là où je suis le plus, où j'ai le plus de visibilité en soi. Ok. Mais ça, voilà, ouais, si Instagram et LinkedIn. En vrai, LinkedIn, c'est un autre conseil, mais LinkedIn, ça marche très très bien. Je fais plus de vues sur LinkedIn que sur Instagram, Ouais, ouais. Ouais, véridique. non, mais c'est drôle parce que je pense que c'est un peu le constat que tout le monde fait, c'est que mine de rien, l'algorithme de LinkedIn n'est pas si mal foutu que ça et que généralement, quand on poste une vidéo sur LinkedIn, elle est. Bah après, à voir en fonction de la pertinence de la vidéo, mais généralement, les stats sont plus intéressantes qu'effectivement sur Instagram. Donc, Ouais, parce que t'as donc ouais, moins de posts en soi, je pense, sur LinkedIn, et ta ouais, vidéo, elle effectivement. reste plus longtemps, tu vois, dans le feed des gens. Dès qu'une personne aime la vidéo, enfin, tu vois, ou en Ouais, tout cas la publication, en fait, ça peut revenir dans ton feed. Et ça, ouais, tu le vois tout exactement. le temps. Enfin, tu vois, ce que tu vois pas sur Instagram, par exemple. Mais ouais, moi, j'ai des LinkedIn, ça me sert. C'est le meilleur réseau social sur lequel je peux poster mes vidéos parce qu'en fait, j'ai plus de visibilité sur LinkedIn que sur Instagram. Et en même temps, les personnes qui m'intéressent sont plus sur LinkedIn que sur Ouais, Instagram. non, c'est vrai. Donc au final, c'est hyper bénéf quoi. Et j'ai commencé ça, ouais, il y a, je pense, pas un an, mais je veux dire, ça a commencé avec courir où ça a vraiment commencé à se développer sur LinkedIn. Et au final, ouais, je poste à peu près toutes les 2 3 semaines en fonction des projets que j'ai. Et ça marche vraiment bien. Et tu peux poster, enfin, t'as des répercussions encore, tu vois, une semaine après, sur des vidéos, des gens qui aiment tes vidéos. Donc, ouais, franchement, LinkedIn, c'est. Allez sur LinkedIn. Ouais, non, c'est ça, bah, ça prend le rôle de conseil, c'était pas prévu, mais en vrai, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'en tant que métier de l'image, on peut penser que bah, LinkedIn n'est pas pertinent et que bah, la référence c'est Instagram, mais ouais, LinkedIn, bah, c'est là aussi où les gens, bah, les personnes importantes d'entreprise, les chargés de communication, les directeurs marketing ou d'autres jobs importants Ouais, les agences, les modes de d'entreprises prod. qui sont importantes aussi, sont présentes. Et c'est pour ça que non, non, ça a toute sa pertinence. Et effectivement, bah, l'algorithme est aussi assez bien fait pour que bah, les vidéos fonctionnent assez bien et soient mises en avant sur le feed. Donc non, je suis assez d'accord avec toi. Donc ouais, petit conseil, pourquoi pas essayer de partager vos contenus sur LinkedIn, ça peut être intéressant. Bah Ouais, écoute, ça trop marche bien. bien. Merci beaucoup Théo, c'était un plaisir et puis à bientôt. Bah, merci à toi.
Un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi, c'était très très cool. Et puis j'espère bientôt qu'on pourra faire un podcast sur toi, peut-être pour te connaître mieux. Ouais, peut-être. Allez, ciao. Vas-y, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Ça fait toujours plaisir et ça motive pour les prochains épisodes. Autrement, c'est le moment ou jamais de vous abonner aux réseaux sociaux de Vite Vidéaste, que ce soit sur Instagram, YouTube, LinkedIn ou encore TikTok, puisqu'on revient en force avec plein de nouveaux contenus, donc c'est le moment ou jamais de rejoindre l'aventure et de rejoindre la communauté de vidéastes francophones. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.